Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix de l'Algarve. C'était la deuxième course sur l'autodrome de Portimao, enfin l'autodrome de l'Algarve à Portimao, plutôt dans ce sens-là. Deuxième course parce qu'on y était déjà allé au mois d'avril, pour ceux qui s'en souviennent, c'était même le retour de Marc Marquez, je crois me rappeler, ou c'était la dernière course où il n'y avait pas Marc Marquez. Je ne sais plus, j'ai un doute. On va vérifier ça tout de suite. Marc Marquez. Oui, non, c'était la première course avec Marc Marquez. Il y avait eu la victoire de Fabio Quartararo. On a repris un petit peu les mêmes, même si le résultat quand même était légèrement différent pour certains pilotes qui ont été moins dans le coup ce week-end par rapport au dernier Grand Prix sur cette piste. On va revenir bien entendu sur les tops et flops sur les bleus et puis on va également donner la note du Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Vous pouvez également aller sur Twitter si vous voulez, vous abonner à ma page Twitter. Je suis pas pas très actif sur Twitter, mais je pense que l'année prochaine on sera beaucoup plus actif. Et puis parfois je poste des choses également sur l'onglet communauté qui est maintenant activé vu que j'ai dépassé les 800 abonnés et je vous en remercie. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de Portimao. La piste quand même qui est absolument fantastique. Portimao, c'est un circuit qui pour moi est fait pour la moto. Il y a des circuits qui sont pour moi plus intéressants pour la moto que pour l'automobile. Des circuits où l'intérêt est similaire. Puis vous avez des pistes. Portimao pour moi c'est un circuit pour la moto. En F1 les mouvements de terrain on les ressent, mais on le ressent en moto. C'est vraiment un circuit qui est totalement atypique et qui est très bien. Très bien réalisé. Il y a aussi le circuit d'Austin. Moi, je trouve que le circuit d'Austin est meilleur en moto qu'en voiture, qu'en automobile. Alors par contre, il y a des circuits, c'est l'inverse. Par exemple, le circuit d'Autriche, le Red Bull Ring, je préfère. Je pense qu'il est plus intéressant en voiture. Je pense également au Grand Prix de Catalogne. Non, quoique le Grand Prix de Catalogne, non, je dirais que c'est 50-50. Non, mais par exemple, oui, le cas du Grand Prix de Styrie, c'est plus fun en voiture, je trouve. Il y a des circuits voilà, qui sont plus intéressants en moto qu'en voiture. Et l'Algarve, c'est vraiment un circuit où en F1, il n'est pas très intéressant. Manicourt, par exemple, c'est un circuit pour les bagnoles, c'est pas un circuit pour les motos. Sur ce circuit de Portimao qui est fantastique. En plus, on a eu des conditions qui n'étaient pas trop fraîches parce qu'on arrive quand même début novembre. Hein. Donc, c'est sûr que pour la moto, parfois quand les conditions sont très fraîches, c'est quand même très compliqué. Surtout sur les sessions du matin. Là, on pouvait quand même rouler sur les sessions du matin. Je pense notamment à la première séance d'essai ou la séance numéro 3. On a pu quand même cravacher. Alors parfois c'est un petit peu compliqué parce que oui, quand on arrive au mois de novembre, le matin il fait très très frais et des fois la piste elle n'est pas du tout à température et c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Note du Grand Prix, j'ai mis 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20 ? J'ai pris du plaisir à regarder certains moments de cette course et puis à d'autres moments je me suis ennuyé. J'ai pris beaucoup de plaisir au départ, beaucoup de plaisir dans les 7-8 derniers tours. Mais il y a eu un ventre mou où je m'ennuyais un petit peu. Alors j'ai regardé ce Grand Prix là le soir, dimanche soir, donc c'est peut-être également la raison. Mais ouais, il y a des moments où je me suis un peu plus ennuyé. Je trouve également qu'en qualification, il y avait des grosses différences entre les pilotes. La hiérarchie s'est détachée assez vite, en fait. Il n'y avait pas trop de bagarre entre certains pilotes pour savoir à quelle position ils seraient sur la grille de départ. Donc c'est pour ça. C'est un Grand Prix, comme je dis souvent, 13 sur 20, c'est un Grand Prix qui fait le taf. Voilà, bon, dommage. En fait, il y a des moments où ce Grand Prix, il méritait 15, 16. Puis il y a d'autres moments où il ne méritait pas plus que 10 ou 9. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de note entre les deux. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, bien je commence avec Johan Zarco. Johan Zarco donc en plus sur ce week-end de course. Plutôt une bonne qualification, une bonne course aussi derrière. De toute façon, il l'avait dit en interview la semaine dernière. Johan Zarco, que là son objectif c'était déjà de retrouver le podium et de retrouver, on va dire, la régularité, ce qui lui a manqué sur cette deuxième partie de saison. Il disait en fait il a voulu à chaque fois corriger des trucs, et en fait il s'est perdu dans ses réglages, et ce qui fait qu'il s'est retrouvé à avoir une moto qui était difficile à piloter. Il a eu le syndrome d'éloge aussi, ce qui n'a pas aidé foncièrement à retrouver de la confiance dans son pilotage. Et là, c'est vrai que depuis qu'il s'est fait opérer du syndrome d'éloge, ça fait depuis 2-3 courses quand même, où ça va beaucoup mieux du côté de Johan Zarco en termes de rythme. Voilà, là, une belle 5e place comme en Émilie-Romagne. Ce sont ses 2 meilleurs résultats de la deuxième partie de saison en passant. Donc il faut quand même le signaler. Et certes, il était un peu moins rapide qu'au Portugal. Au Portugal, à un moment, il s'était retrouvé en tête. Lors du Grand Prix du Portugal, quand j'ai dit au Portugal, c'est lors du Grand Prix du Portugal, il s'était retrouvé en tête. Mais il est toujours dans le match. Ça sera l'un des derniers combats au championnat du monde pour la dernière course à Valence. Cette bagarre pour la 4e place entre lui et Jack Miller. Ça va être assez intéressant de ce côté-là. Mais voilà, Johan Zarco, ça s'est plutôt bien passé ce week-end. Voilà, une belle qualification. Il est dans le top 8 en qualification, dans le top 8 en course. C'est ce qu'on lui demande chez Pramac. C'est déjà cet objectif-là. Il est aussi devant son équipier Jorge Martin, qui a eu un petit peu de mal sur la deuxième partie de course. Donc ça, c'est également important pour l'hégémonie dans l'équipe, pour savoir qui est véritablement le leader dans cette formation. Donc voilà, un bon Grand Prix pour Johan Zarco et une saison où il va essayer de finir sur de belles performances. Lui qui a eu une deuxième partie de saison, encore une fois, plus compliquée que la première, où ça s'était vraiment plutôt très bien déroulé sur la première partie de saison pour lui. On continue du côté des Français avec Fabio Quartararo. Eh bien, première fois qu'il n'est pas dans les points de la saison. Quand je vous dis toujours qu'en moto, la régularité, c'est hyper important pour être champion du monde. Sous Rossi, sous Lorenzo, c'est souvent le plus régulier aux avant-postes qui gagne. Bah pour vous dire, son pire résultat jusqu'à maintenant, c'était une 13e place en Catalogne. Et bien voilà, premier abandon de la saison. Le week-end, c'est pas extrêmement bien passé pour Fabio Quartararo. Le vendredi, pourtant, ça allait plutôt pas trop mal. Puis à partir du samedi, notamment en qualification, on a senti qu'il n'avait pas il n'arrivait pas à attaquer comme il voulait. Il n'arrivait pas à rouler peut-être aussi propre que d'habitude. Et puis en course, avant son abandon, on sentait qu'il était un peu en difficulté quand même. Alors même si ça roulait encore sur des bons chronos, moi je me suis dit tiens, la moto bouge pas mal à certains moments, surtout en sortie de virage. Je me suis dit ça va peut-être être compliqué pour lui. Enfin, c'est le sentiment que j'avais. Je me suis dit, en fin de course, ça risque d'être un peu compliqué parce que je trouve que la moto bouge beaucoup à la sortie des virages. C'était mon avis, mon ressenti. Et après, bon, il est tombé, donc on ne saura jamais sur cette course-là. Malgré tout, il garde 40 points d'avance sur Pecco Bagnaia avant la dernière course à Valence. Et je rappelle qu'il ne peut pas être rejoint, bien entendu, si vous aviez oublié que Fabio Quartararo est champion du monde depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. J'avais dit que je devais faire une vidéo sur l'impact du titre de Fabio Quartararo sur la moto en France et sur plein de paramètres. Il faut que je fasse le plan, mais ça sera fait dans les semaines à venir. J'avais dit la semaine après le Grand Prix d'Émilie-Romagne, mais il s'avère que j'ai fait plein de choses entre-temps. Il y a aussi une vidéo sur le cyclisme féminin qui est prévue, qui est réfléchie depuis Paris-Roubaix. Là aussi, il faut que je fasse le plan. Et ensuite, ça sera enregistré, donc ça sera soit... j'aime pas trop dire des dates parce que vous savez que je respecte assez rarement mon calendrier.
Mais je pense qu'il y a au moins une de ces deux vidéos-là qui va sortir d'ici la fin de semaine. Parce qu'entre-temps, on va faire un petit point sur la Transat Jacques Vabre, je pense mercredi. Et il y aura les audiences dimanche prochain. Il ne faut pas que j'oublie. Donc voilà, vendredi, samedi, il y aura une vidéo comme ça sur Fabio Quartararo. Il y aura encore une vidéo cyclisme notamment sur la l'UCI Track Champions League. Donc voilà pour Fabio Quartararo, week-end compliqué surtout à partir du samedi après-midi où on a senti que la moto marchait plus très bien et qu'il avait du mal à l'emmener là où il le souhaitait, peut-être des soucis de réglage, peut-être des petits problèmes. Je me suis aussi aperçu d'un truc, c'est qu'à un moment il était en bagarre avec Jorge Martin, il s'est fait fumer sur une petite ligne droite sur ce circuit, mais il s'est fait vraiment fumer et il l'a dit en interview après course. Fabio Quartararo qui veut vraiment que Yamaha travaille sur le moteur. Parce que même si cette année ils ont été champions du monde, ils ont un vrai déficit de puissance moteur encore. Et ils pensent qu'ils peuvent améliorer vraiment ce point-là. Donc ça sera un véritable travail pour Fabio Quartararo sur le moteur et surtout pour Yamaha. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, moi j'ai mis le vainqueur du jour, Francesco Pecco Bagnaia. Très bon week-end pour Pecco. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il a été très très bon, qu'il a été excellent sur ce week-end de course. On l'a senti qu'il était en forme, qu'il était très performant et puis il allait sur cette piste. Il n'y a pas à dire. Il a un truc avec cette piste et cette Ducati parce qu'il a quand même mis un peu une branlée à Jack Miller, que ça soit en course ou en qualification. En qualification. Sur le retour le plus rapide, non, mais sur le deuxième tour le plus rapide, je sais plus quel était l'écart, mais je trouve qu'il y avait un écart assez important. Mais Pecco en course, voilà, il colle quand même 6 secondes à Jack Miller, et puis il n'a jamais été menacé par aucun pilote. C'est-à-dire pendant tout le Grand Prix, c'est assez rare, mais il a fait vraiment une course tranquille. Il a mené tous les tours, très bon départ, et puis ensuite derrière, tranquille pendant toute la course. Pecco Bagnaia, c'est sur cette deuxième partie de saison, il est vraiment devenu le leader chez Ducati. Le leader, et je pense que la moto, on travaillera sur Pecco Bagnaia plus que sur Jack Miller. Autant sur la première partie de saison, les deux étaient, on va dire, un peu en concurrence. Autant sur la deuxième partie de saison, Jack Miller a fait beaucoup d'erreurs. Pecco Bagnaia était d'une très grande régularité. Il a enchaîné les victoires, les pole positions aussi. Ça a été presque le pilote de la deuxième partie de saison. Pecco Bagnaia, parce que... Alors, il faudra vérifier ça, mais je pense qu'il a dû attraper plus de points même que Fabio. Parce qu'il a quand même 3 victoires, alors que Fabio n'en a qu'une sur cette deuxième partie de saison. Donc ouais, il a été très très performant. Et il a vraiment fait mal à Jack Miller, surtout pendant l'été, où il a pris l'avantage sur Jack Miller en cours de saison. Bagnaia, il révèle enfin son talent cette année, parce qu'on attendait un petit peu Pecco Bagnaia, on avait vu quelques bribes de choses qu'il savait faire, notamment l'année dernière à Misano. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on restait un petit peu sur notre faim. Pourtant, pilote avec un énorme potentiel, notamment en Moto 2. Et là, c'était un peu plus compliqué pour Pecco Bagnaia. Chez Pramac, il n'avait pas montré tout son potentiel. Ducati avait décidé de le recruter juste après ces très bons résultats à Misano, sauf que la fin de saison avait été assez mauvaise pour Pecco Bagnaia. J'avais même été assez critique. Je ne sais plus quelle note je lui avais attribuée l'année dernière, mais j'avais été assez critique sur sa saison. Là, ça a été mieux pour Pecco Bagnaia, et surtout une très grande régularité sur cette deuxième partie de saison. Et encore une fois, je le dis toujours, mais la régularité, c'est primordial vraiment en MotoGP. Donc voilà, il faut le souligner. Là, sur ce Grand Prix, il a été intouchable. Un peu comme Verstappen au Mexique, mais en sachant que contrairement à Verstappen, il a gagné la qualification. Ça a été vraiment le week-end parfait pour Pecco Bagnaia, absolument pas menacé, que ce soit par Jack Miller ou par Joan Mir, qui certes à un moment est un petit peu revenu sur lui, mais vraiment très légèrement en termes de chrono, mais
il y avait quand même un gap de performance entre les deux machines qui était assez important. On continue avec Alex Marquez, quatrième de ce Grand Prix, le meilleur week-end de la saison pour Alex Marquez. Là, il y a pas photo. On serait presque à se demander est-ce qu'il faudrait pas que Marc Marquez soit absent pour qu'Alex Marquez soit vraiment performant. Mais il a été bon sur la Honda, meilleur pilote Honda même ce week-end devant Paul Espargaro notamment, et largement devant son équipier Nakagami. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça plus souvent cette année. Mais là encore, tout le problème d'Alex Marquez, cette inconstance qu'il a en MotoGP, c'était déjà le cas l'année dernière où il avait réussi à monter sur le podium quelques fois, et en même temps la majorité du temps il était en dehors des points, ou à la limite des points, entre 13 et 15e. Et c'est pareil un peu cette année, c'est-à-dire qu'il y a des courses où il était pas du tout dans le coup, pas du tout dans le rythme. Et sur sur ce Grand Prix là, je rappelle quand même que Alex Marquez, il est seulement 16e au championnat. Il avait déjà été bon à la première course à Portimao, il y a eu le Grand Prix de France où il avait fait 6e sous la pluie. Et puis il y a d'autres courses où il n'était pas dans le coup, il a énormément chuté aussi cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça le rapproche de Nakagami. Il n'y a plus que 9 points entre les deux, avec un Nakagami qui a vraiment une deuxième partie de saison très, très compliquée, plus compliquée pour moi que la première, même s'il avait abandonné les deux premières courses au Qatar, Nakagami, comme Alex Marquez en passant. Malgré tout, pour LCR Honda, c'est une année très difficile pour l'équipe de Lucio Cecchinello, et je pense que des oreilles vont siffler pendant l'intersaison. On attendra beaucoup mieux de cette équipe l'année prochaine, de l'équipe Lucio Cecchinello. Déçu de la moto, très clairement Lucio, et puis déçu aussi des pilotes. On pourrait dire même peut-être plus de Nakagami que d'Alex Marquez, parce qu'Alex Marquez l'année dernière, il avait été en difficulté, alors que Nakagami avait été vraiment l'homme qui avait permis à Honda d'être la tête en dehors de l'eau, vraiment un peu de surnager dans un marasme de difficultés. Et cette année, il a fait quelques courses intéressantes, mais sur la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué pour le pilote japonais. On termine avec un dernier pilote au top, c'est Enea Bastianini. Vous savez que j'adore ce pilote. Là encore, une très très belle remontée en course. Alors j'ai hésité entre Bastianini et Jack Miller, mais j'ai pas mis Jack Miller parce que Jack Miller s'est quand même pris 6 secondes et demie sur la course, ce qui je trouve est un peu beaucoup par rapport à Pecco Bagnaia. Bon, Bastianini, toujours un petit déficit en qualification. Vous noterez quand même que son tour en Q2 lui aurait permis d'être, je crois, 10e sur la grille. Son tour en Q1 lui aurait permis d'être, je crois, 10e sur la grille en Q2, et surtout devant Marini. Dommage, c'est que le niveau de performance en Q1 était très élevé sur cette course. Parce qu'il a fait une 39.2. Voilà, donc là, il serait même parti 9e sur la grille. Voilà. Juste derrière Alex Marquez, au niveau de Franco Morbidelli. Et en final, il n'est pas passé en deuxième partie de qualification où ça roulait assez vite. Mais Bastianini, encore une fois, une belle remontée en course. Alors certes, il a profité des abandons, notamment de Fabio Quartararo ou encore de Petrucci en tout début de Grand Prix. Mais ça, il a vraiment fait une très très belle course, je trouve, comme souvent. Et encore une fois, un très très beau Grand Prix de Bastianini qui garde quelques points d'avance pour le classement du meilleur débutant. Il y aura une belle bagarre pour le classement du meilleur débutant, même si cette année ça sera quand même vraiment un titre honorifique, parce que ça sera la 12e place du championnat du monde seulement qu'on se jouera, 12e ou 11e. C'est vrai que moi j'ai toujours, quand un débutant est pas dans le top 10, son titre a un peu moins, ce titre de meilleur débutant a un peu moins d'intérêt. Voilà, bon, certes a battu les autres débutants, mais quand on se compare à la médiocrité, on est toujours bon. Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, si tu te compares à des pilotes qui, notamment Jorge Martin, a été blessé, si tu te compares à d'autres, à Savadori, qui en plus n'a fait qu'une demi-saison, mais qui n'était pas très performant, à Luca Marini, qui a toujours eu du mal pendant les Grands Prix,
c'est sûr que tu es toujours ultra performant. En sachant, il a encore explosé Marini pendant la course. Autant en qualification, je dirais que le rythme entre les deux est un peu plus resserré. Autant en course, il y a une vraie différence avec un Marini qui souffre sur les fins de Grand Prix, parce qu'il l'a dit, il s'est pas assez préparé physiquement, mais pas seulement. Il y a d'autres soucis pour moi. Pour Luca Marini, il a du mal avec son rythme de course à enchaîner les tours en étant performant. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des pilotes ou parfois équipe au top, eh bien, je commence avec Aprilia. Week-end compliqué pour Aprilia. Une fin de saison un peu difficile quand même, entre le Grand Prix des États-Unis et là ce Grand Prix également compliqué, ce Grand Prix de l'Algarve, avec un Alex Espargaro qui était beaucoup moins fringant que d'habitude. Un niveau de performance qui n'était pas là, et puis un abandon. On s'aperçoit quand même que Alex Espargaro, quand il n'est pas à l'aise sur sa machine, il a tendance souvent à abandonner. C'était le cas aux États-Unis, c'est encore le cas ici. Il faut qu'il soit parfaitement en osmose avec sa machine pour finir des Grands Prix. Et puis un Maverick Viñales, qui a fini avant-dernier, mais qui pendant une très grande partie de la course était en dernière position et pas en capacité d'aller chercher les pilotes devant lui. Il n'avait pas de rythme, tout simplement, Maverick Viñales. Donc week-end très compliqué pour Aprilia, parce que Viñales allait quand même un peu mieux ce week-end. L'écart en plus en qualification, c'était 1 seconde d'Alex Espargaro. Oui, non, il y a quand même 3 dixièmes et demi entre les deux. Il y a un tour où les deux étaient assez proches. Le premier tour en Q1, les deux étaient assez proches, je crois me rappeler, j'ai pas noté le chrono. Mais du côté de Viñales, il n'y avait pas de rythme, on le sentait pas hyper à l'aise avec sa moto, mais je crois qu'il n'avait pas fait un bon Grand Prix, je crois aussi à Portimao. Oui, il avait fini 11e à Portimao lors de la première course, donc c'est pas forcément un circuit qu'il apprécie totalement. Et puis oui, du côté d'Aprilia, on a été en difficulté pendant tout ce week-end. C'est un petit peu dommageable, parce que c'est une équipe qui a fait jusqu'à maintenant une bonne saison, mais qui finit un petit peu difficilement. On sent que on est un peu sur la pente douce. On est content de ce qu'on a fait, et il faut se méfier, parce que de ne pas faire les mêmes erreurs qu'a pu commettre notamment cette année KTM, en étant très performant l'année dernière, et puis cette année le niveau de performance était nulle part. Je continue, de KTM avec Miguel Oliveira à domicile, le pilote portugais, mais ça s'est pas très très bien passé pour le pilote portugais. Là aussi, deuxième partie de saison difficile pour lui, avec un abandon au tour numéro 22, avec ce contact avec Iker Lecuona. Heureusement, sans conséquences, il semblerait, physiques. Toujours se méfier qu'il n'y ait pas quand même une commotion cérébrale pour Miguel Oliveira, puisque choc assez violent. Voilà, ils l'ont mis sur une civière, donc c'est qu'il y avait des raisons. S'ils l'ont évacué avec une civière, si on a mis le drapeau rouge également. Parce que j'ai été assez surpris, notamment des propos qu'a pu tenir Randy Depugné sur le fait que Marc Marquez aurait pipoté sur son traumatisme, sur sa commotion cérébrale. Faut juste relativiser, une commotion cérébrale. Il y a des mecs qui s'en remettent au bout de 2 jours. Il y a des mecs qui mettent beaucoup plus de temps à s'en remettre. Ça dépend des commotions cérébrales. Demandez aux rugbyman. Il y a des mecs, le lendemain, ils sont déjà à l'entraînement. Et puis des fois, 3 semaines après, 4 semaines après, on n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Je pense notamment au patinage artistique avec Gabriela Papadakis, qui avait subi une commotion cérébrale en tombant la tête la première sur la glace lors d'un entraînement, et qui a mis, je crois, 2 mois et demi, 3 mois à s'en remettre, où elle avait des vertiges, des nausées assez régulièrement. Donc ça, une commotion cérébrale, on peut avoir des degrés d'implication plus ou moins importantes. Ça dépend aussi de la violence de cette commotion cérébrale. Dans les sports de combat, ou même on pourrait parler du catch,
où il y a des mecs qui n'ont jamais repris leur carrière après une commotion cérébrale, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. Donc je trouve que les propos de Randy Depunier sur le fait de dire il a pipoté parce qu'une commotion cérébrale normalement doit être de retour dès le lendemain sur la piste, non, parce que ça dépend du type de commotion cérébrale, et moi je préfère en plus qu'au niveau des commotions cérébrales on prenne son temps, parce que les conséquences sur le long terme peuvent être très importantes sur une commotion cérébrale. On voit notamment ce qui se passe du côté des rugbyman, avec des maladies neurologiques très importantes, des dégâts neurologiques très importants, ou également du côté du foot américain, et parfois l'arrivée de la maladie de Charcot, qui est quand même pas une maladie très sympa. Je rappelle que vous perdez grosso modo les muscles ne peuvent plus se mouvoir. Qu'au départ, ça commence avec les muscles des jambes, des bras, et puis après, ça peut aller jusqu'aux muscles où vous étouffez, grosso modo, sur la fin. Donc, si on peut éviter de déclencher une maladie de Charcot, qui peut parfois se déclencher de manière sur un choc, ou parfois elle se déclenche de manière... ça fait partie également des maladies qui peuvent des maladies rares, donc qui peuvent se déclencher avec les gènes dans le corps. Donc j'ai pas aimé vraiment ces propos-là. Pour revenir à Miguel Oliveira, mais si j'aimais les consultants et les commentateurs MotoGP de Canal+, ça se saurait. Du côté de Miguel Oliveira, pour relativiser encore une fois un truc, avant de revenir sur Miguel Oliveira, pour encore s'écarter du sujet, comme on aime bien faire sur la chaîne, j'ai adoré, il y a des mecs quand même sur les commentaires du site L'équipe, sous le truc Fabio Quartararo, champion du monde, quand même dit David Dumas a fait du très grand travail. Alors, ces mecs-là, ils doivent avoir de la merde dans les oreilles, parce qu'il a confondu quand même 3 ou 4 fois des pilotes qui chutaient, que moi il m'a jamais mis vraiment dans l'ambiance du titre. Regardez notamment 93, avec la victoire d'Alain Prost, ou regardez le titre de Ogier, même avec Stéphane Gentil, ou la victoire de Simon Pagenaud. L'ambiance est quand même beaucoup plus importante qu'avec David Dumas. Ça c'est mon avis. Miguel Oliveira, donc week-end compliqué, encore une fois, des difficultés avec la KTM. La moto, cette KTM ne marche pas très très bien. On a quand même un déficit de performance chez KTM qui est assez dingue, je trouve, mais j'en ai déjà parlé les fois d'avant. Puis je trouve quand même que Miguel Oliveira, depuis quelques Grands Prix, est vraiment malmené par Brad Binder. Il se fait manger même par Brad Binder, et là encore dans les hégémonies, dans les bagarres entre équipiers, Miguel Oliveira il commence à prendre cher. C'est dommage parce qu'il a eu quand même une bonne période cet été. Au début de l'été, il était très performant, Miguel Oliveira. Il arrivait vraiment à avoir du rythme. Et puis il s'est complètement éteint après Assen aux Pays-Bas. Et depuis, c'est un peu le néant, quoi. Très clairement, Miguel Oliveira, c'est un peu dommageable pour le pilote portugais de ne pas réussir à retrouver un bon niveau de performance et surtout à être compétitif face à Brad Binder. Et puis je termine avec Franco Morbidelli qui a fini dernier de ce Grand Prix. C'est dur là quand même, Franco Morbidelli. Alors je veux bien qu'il ait ses problèmes de genoux, mais dans ce cas-là, si t'es pas en capacité de tenir 23 tours sur un Grand Prix, tu viens pas en Grand Prix, tu prends un remplaçant. Jonas Folger, il savait à un moment qu'il pouvait pas tenir les Grands Prix complets, il avait dit à son équipe, trouvez-moi un remplaçant. Là, j'ai l'impression que Franco Morbidelli il tente coûte que coûte de faire les courses, sauf que physiquement il est pas prêt. Là on voit il tient un début de Grand Prix où il est pas trop mal, où il est 13-14, et puis il s'écroule complètement en fin de course. En qualification, il y a quand même un écart de performance qui est assez important avec Fabio Quartararo, parce qu'il y a quand même un dixième, quasiment 2 dixièmes, alors que Fabio n'était pas dans une grande journée, dans un grand tour de qualification non plus, et puis il part quand même 9e sur la grille de départ pour finir 17e. Il y a donc un véritable problème au niveau physique
pour Franco Morbidelli, et je suis pas sûr que ça soit la bonne idée de finir la saison en enchaînant toutes les courses alors qu'on n'est pas prêt physiquement. Est-ce que ça va pas ralentir ses préparations pour la saison 2022? C'est une question qu'on peut se poser, mais ouais, je trouve ça un petit peu dommageable du côté du pilote italien. Bon, après ce top et flop, on passe tout de suite au classement du championnat du monde. Vous l'avez à l'écran à l'instant, ce classement du championnat du monde pilote. On retrouve Fabio Quartararo en tête, donc bien entendu avec 267 points, cet écart de points qui a diminué. Avec Francesco Bagnaia qui, je pense, là on peut le dire, maintenant a sécurisé son titre de vice-champion du monde. De toute façon, il a sécurisé son titre de vice-champion du monde parce qu'il a plus que 25 points d'avance sur Joan Mir et qu'il ne reste plus qu'un Grand Prix du côté de Valence. Le week-end prochain, on retrouve ensuite Joan Mir. Là aussi, il sera 3e du championnat du monde. La première bagarre, ça sera entre Jack Miller et Johan Zarco. 2 points d'écart entre les deux pour la 4e et 5e place. On retrouve ensuite Marc Marquez, donc Brad Binder devrait passer devant Marc Marquez pour la 6e place du championnat du monde. Ensuite Alexis Espargaro, Maverick Viñales. Là ça ne devrait pas changer. Paul Espargaro va peut-être réussir à passer devant Viñales. Ça me semble compliqué quand même de passer devant Alexis Espargaro, son frère. On retrouve ensuite Alex Rins. Qui va tenter d'entrer dans le top 10 du championnat du monde, mais ça serait quand même un maigre butin. Il va y avoir la bagarre donc entre les meilleurs débutants, Bastianini et Jorge Martin, avec 3 points d'écart entre les deux. Et puis il peut y avoir encore une bagarre entre les deux demi-frères, Luca Marini et Valentino Rossi. Pour la dernière course de sa carrière, Valentino Rossi, on fera également une vidéo sur Valentino Rossi, sur ce qu'il a apporté à la moto, sur une vidéo un petit peu hommage à Valentino Rossi. Ça sera après cette dernière course. On passe au classement constructeur. Nous avons donc Ducati en tête du classement constructeur, champion du monde des constructeurs également, avec cet abandon de Fabio Quartararo. Il a facilité le travail. 332 points contre 298. Suzuki 3e, ça semble quand même compliqué pour Honda d'aller chercher cette 3e place. On retrouve ensuite KTM 5e qui aura également du mal à aller chercher la 4e place de Honda, et ensuite Aprilia. Et puis pour le classement par équipe, Ducati qui là aussi normalement c'est fait pour le titre par équipe devant Yamaha. On retrouve ensuite Suzuki là aussi qui va garder la 3e place. Bagarre pour cette 4e place entre Pramac et le team officiel Honda. Il n'y a plus que 8 points d'écart. On retrouve ensuite KTM, le team officiel. Il y aura encore une bagarre entre Avintia et LCR. Et puis Aprilia également qui pourrait remonter peut-être un petit peu dans ce classement, prendre la 8e place, mais il faudra avoir un beau niveau de compétitivité pour la dernière course de l'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous on se retrouve le week-end prochain, lundi, mardi, pour faire le débrief de cette saison. Ensuite, la MotoGP ne sera pas finie vu qu'il y aura une vidéo. Donc la vidéo Fabio Quartararo, ça sera avant, ça sera après. On aura également une vidéo sur Valentino Rossi. Donc ça c'est sûr que ça sera après cette vidéo du côté du Grand Prix de Valence. Il y aura les awards de la saison 2021. Et puis on fera un bilan équipe par équipe. 3e année d'affilée, on fait le bilan équipe par équipe du côté de la saison de MotoGP. Je vais commencer à écrire tout ça cette semaine pour tout vous dire. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.